Congo na biso. Congo na biso. « 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. Notre deuxième invité est déjà là. C'est l'abbé Jean-Pierre Mbelou. Avec lui, nous allons parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Mbelou, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. Comment ça va? Ça va très très bien. Avec vous, nous allons parler de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comment trouvez-vous le processus électoral au Congo au niveau de l'organisation? Papa Jules, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ceci. Depuis la guerre qui nous est livrée, la guerre d'agression qui nous est livrée depuis 1996, nous sommes dans un processus que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes en tant que patriotes congolais. Donc c'est un processus qui nous a été imposé de l'extérieur et dans lequel nous essayons de nous débrouiller tant bien que mal. À mon humble avis, si nous ne rompons pas, si nous ne sortons pas de ce processus qui fait partie d'une guerre de prédation qui nous est livrée depuis 1996, nous ne saurons rien faire de bon. C'est-à-dire que les élections que nous avons eues en 2006, comme ceux que nous allons avoir en 2011, constituent purement et simplement des processus de blanchiment des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité et des personnes ayant commis des actes pouvant s'apparenter au génocide. J'ai une référence de 2010, le rapport qui a été publié par le Haut Commissariat aux droits de l'homme le 1er octobre 2010. Donc, nous avons engagé dans un processus. Mais par rapport aux hommes politiques qui participent, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à eux? Qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai un point de vue qui n'est pas une lettre d'évangile, c'est-à-dire que par rapport aux hommes politiques qui participent à ce processus qu'ils ne maîtrisent pas, je dis, Dieu merci, s'ils arrivaient à engager le peuple de façon qu'il puisse comprendre qu'il y va de son avenir et qu'il doit peser de tout son poids dans la balance pour que les candidats de son choix puissent triompher. Mais apparemment, tous les opérateurs politiques sont pour ces élections. Apparemment, vous utilisez très très bien cet adverbe-là, apparemment. J'ai toujours eu l'impression que les acteurs politiques ne maîtrisent pas les enjeux de ce qui s'est passé. C'est une impression qui peut être contredite. Regardez, après la chute du mur de Berlin en 1989, les grandes puissances, dont les États-Unis, essayent de refaire la carte du monde, et un peu plus particulièrement la carte de l'Afrique. Ils se débarrassent de leur ami, le président Mobutu, pour travailler avec deux autres amis, le président ougandais Yoweri Museveni et le président rwandais Paul Kagame. C'est avec ces deux-là qu'ils vont organiser l'invasion du Congo. Regardez, quand ils organisent l'invasion du Congo à partir de ce qui a été considéré comme le génocide Tutsi, parce qu'il ne faut jamais oublier que s'il y a eu des Tutsis qui avaient été génocidés, il y a eu aussi beaucoup de Hutus qui ont été tués dans la même guerre. Quand ils se servent de ces génocides-là pour pouvoir attaquer notre propre pays, il y a tout un schéma qui est déjà concocté bien avant l'envahissement du Congo, parce que, comme je viens de le dire... Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déjouer, si vous dites bien qu'il y a un plan, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déjouer? Pourquoi est-ce que les leaders politiques n'arrivent pas à déjouer ça? Ils ne peuvent pas arriver à déjouer ce plan-là parce que la plupart de ces leaders politiques
sont acquis à la cause de ceux qui envahissent notre pays. Ce sont ce que nous appelons de temps en temps comme étant des élites compradors. Ce sont des élites disposées à vendre les intérêts de notre pays au profit des intérêts étrangers. Et dans le processus actuel, électoral actuel, il y en a 2 ou 3 qui sont des candidats de l'extérieur, des marionnettes qui pourront jouer le rôle que l'actuel président est en train de jouer dans notre pays. Donc, pour me résumer, je dirais ceci. Tant que le Congo n'aura pas réussi à avoir la maîtrise du processus enclenché chez nous depuis la chute du mur de Berlin, nous n'irons nulle part. Mais est-ce que les pays... Mais M. Labbé, mais à la tête du pouvoir organisateur des élections, Ouais. on retrouve quand même les Congolais. Il y a eu l'abbé Malumalu, aujourd'hui il y a les pasteurs Ngoï Mulunda. Oui, mais quand je parle des élites compradors, je mets dans le même sac tous ces Congolais qui ont perdu de vue qu'il y a un intérêt collectif congolais qui doit être défendu et qui ont choisi comme Dieu leur ventre et l'argent. Cela n'exclut pas qu'on puisse retrouver dans cette dynamique des pasteurs, des prêtres. Non, nous nous retrouvons dans un système économique mondial qui a promu comme Dieu l'argent. Et tout le monde a décidé d'adorer l'or, l'argent et le ventre. Ça ne me surprend pas qu'on puisse retrouver dans un processus que les Congolais ne maîtrisent pas des compatriotes. Ça ne me surprend pas parce que, encore une fois, ce sont des élites compradors, c'est-à-dire des élites décidées à vendre leur pays pour les intérêts des étrangers. En vous écoutant, on a l'impression que ces élections ne vont rien rapporter au Congo. Non, à mon humble avis, rien. Rien. Comment voulez-vous qu'un processus enclenché en 1996... Je peux même reculer jusqu'à... papa, j'aimerais vous dire ceci. À partir de la date du 17 janvier 1961, quand le Premier ministre élu au suffrage universel, Patrice Emery Lumumba, a été assassiné, depuis cette date-là jusqu'à ce jour, nous n'avons pas réussi à récupérer notre souveraineté politique et économique. C'est la faute à qui? Nous avons notre part de responsabilité, parce que plusieurs d'entre nous ont accepté d'être corrompus par les pouvoirs extérieurs pour pouvoir être à leur service. Ce sont ces compatriotes-là que nous se sont dénommés nègres de service. Nous avons notre part de responsabilité. Mais il y a la part de responsabilité du système capitaliste qui n'accepte pas du tout de pouvoir travailler avec des patriotes décidés à servir les intérêts de leur peuple. Est-ce que vous êtes fataliste? Non, pas du tout. Mais on a l'impression, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes fataliste. Non, je ne suis pas fataliste du tout. Je me dis ceci. Je me dis que nous avons un travail à battre sur le temps. C'est-à-dire, si nous réussissons à pouvoir enseigner à nos jeunes, à nos enfants, notre histoire, pas l'histoire telle qu'elle est écrite à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Londres, mais l'histoire que nous faisons avec les patriotes décidés à restituer à nos martyrs leur place de choix dans notre histoire, avec cette histoire-là, il y a moyen de pouvoir armer nos jeunes pour que sur le long terme, ils réussissent à un certain moment à pouvoir récupérer notre souveraineté économique et politique, et même notre souveraineté culturelle, parce que nous ployons sous le poids de l'hégémonie occidentale et du système capitalo-parlementarisme dont nous ne réussissons pas facilement à pouvoir nous départir. Mais M. Labbé, si vous êtes contre ces processus, qu'est-ce que vous proposez comme une autre solution? Je ne propose pas simplement une autre solution, je dis qu'il y a des solutions. C'est-à-dire que le processus actuel peut... Est-ce qu'on peut avoir deux solutions? Non, il y a plusieurs. Oui. Le processus actuel peut être considéré comme un front de lutte. Mais il y a d'autres fronts de lutte. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le travail que font les patriotes résistants congolais dans la diaspora, on se dit qu'il y a là
une lutte qui est en train de se mener et qui pourra aboutir. Donc, je peux considérer le terrain congolais avec les élections qui vont se dérouler demain comme l'un de nos terrains de lutte. Je peux considérer le travail que font les patriotes résistants comme un autre terrain de lutte. Je peux considérer le travail que font les minorités organisées et silencieuses comme un troisième terrain de lutte. Nous ne devons pas nous leurrer en nous disant que toute la lutte pour l'émancipation du Congo de la politique néocoloniale se mène au Congo à partir du processus électoral qui va bientôt... D'ailleurs, je rigole quand on nous dit que le 28 novembre, il y aura quelque chose. Moi, j'en doute très fort et je pourrais vous dire pourquoi. Pourquoi, justement? Regardez, Papa Jules. Oui. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le matériel électoral n'est pas au Congo. Et ce matériel électoral doit être réparti sur 62 000 bureaux. Mais le pasteur Ngoï Mulunda dit qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura les élections les 28. Le pasteur Ngoï fait quoi? Il confond ses analyses approximatives du processus électoral au Congo avec la parole d'évangile. Analysons les faits. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a violé une loi. Il était prévu qu'on puisse publier la liste des électeurs avant le début de la campagne électorale. Cela n'a pas été fait. Donc, il y a déjà à ce niveau-là une violation de la loi qu'ils ont eux-mêmes édictée. Pourquoi est-ce que nous, de la classe politique, surtout au niveau de l'opposition, on ne dénonce pas ça vigoureusement? Non, cela est dénoncé. Quand vous lisez les médias congolais, vous vous rendez compte que cela est dénoncé vigoureusement. Mais malheureusement, ce que disent certains opposants politiques n'est pas répercuté au niveau des médias dominants. Les médias dominants ont peur que les politiques qui représentent l'opinion publique ne puissent s'exprimer parce que cela pourrait constituer un handicap à l'évolution d'un processus qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Mais au jour d'aujourd'hui, pour le pasteur Ngoï Mulunda, il a bien précisé qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura bien les élections. Et au niveau de partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, tout le monde, même si certains semblent traîner les pieds, on dirait que tout le monde se dirige vers les élections. D'après vous, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous sommes tombés dans la paresse intellectuelle. Il y a un ami qui vient d'écrire, qui a donné une conférence à Rome, l'abbé Jean-Pierre Badédiqué. Sa conférence était intitulée « Crise financière, réinventer l'Afrique ». Notre paresse intellectuelle nous dispense de pouvoir réinventer le Congo. Comment voulez-vous que nous puissions nous engager dans un processus électoral dans un pays sous tutelle? Nous ne sommes pas souverains. Ce sont les autres. Imaginez-vous un seul instant, Papa Jules, que les Congolais viennent dire aux Belges ce qu'ils doivent faire pour les élections communales prochaines. Est-ce que les Belges les prendraient au sérieux? Comment voulez-vous que nous acceptions que les Américains, les Belges, les Français nous disent ce que nous devons faire pour des questions ayant trait à notre souveraineté politique? Donc, c'est-à-dire que nous sommes tombés dans une paresse intellectuelle, dans un analphabétisme politique tel que nous ne savons plus où donner de la tête. Et certains de ces acteurs politiques qui veulent s'engager dans ce processus électoral, ce sont des marionnettes de la communauté dite internationale. Monsieur l'abbé, malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. Il reste seulement 1 minute. En 1 minute, monsieur l'abbé, vous êtes proche de l'opposition, de la majorité, ou bien vous êtes neutre? Je suis proche du peuple congolais qui doit se battre sur plusieurs fronts pour pouvoir récupérer sa souveraineté politique, économique et spirituelle et même culturelle. Et par rapport à ces élections, qui a le plus à perdre? L'opposition, la population, la majorité? Le peuple congolais a le plus à perdre parce qu'il est pris en otage par des élites compradores. Monsieur l'abbé, merci beaucoup de votre présence. Merci bien, Papa Gilles.